été appelé Framework. Le chercheur qui s'appelle James Livingstone aurait voulu l'appeler comme ça en américain, bien sûr, on ne peut pas. Mais il souligne que dans les années 60, déjà, on s'est réunis aux États-Unis et c'était à l'initiative de Nixon, c'est un petit peu inattendu, le président Nixon. Et on a commencé à réfléchir au fait qu'on voyait à l'horizon qui se profilait le fait qu'il faudrait dissocier la question des revenus de celle du travail effectué par les personnes. Et donc on est dans les années 60, donc c'est il y a très longtemps, c'est il y a plus de 50 ans. Et malheureusement, je dirais cette approche un peu visionnaire, on avait déjà vu quelque chose et depuis on l'a entre parenthèses. On a vu disparaître le sténodactylo entièrement avec l'apparition du traitement de texte. On voit disparaître les comptables, les postes de comptables disparaissent parce que voilà, il y a des logiciels qui font ça beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Moi j'ai vu ça moi-même dans la finance. J'ai encore vu des gens calculer le prix d'une obligation avec une règle à calculer, ça prenait 20 minutes. Et j'ai fait partie des gens qui ont mis en place les premiers logiciels qui permettaient qu'en une fraction de seconde, ces choses se fassent. Malheureusement, nous ne réfléchissons pas assez vite, nous ne voyons pas ce qui est en train de se passer. On voit aussi des rapports qui disent que finalement il y aura peut-être moins de boulots qui vont disparaître que ce qui est calculé par certains, c'est-à-dire de 60%, 70% à l'échéance d'une trentaine d'années. Et il faudrait insister sans doute sur le fait que la plupart de ces boulots qui vont disparaître, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique de type classique. Les traitements de texte, ce n'était pas de l'intelligence artificielle, c'était du simple calcul, c'était collecter des bases de données, des dictionnaires, et je dirais 90% de ce qui disparaît maintenant ne sont pas de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? On va revenir sur cette question. Il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle. Quand on fait allusion justement à l'histoire de la technique, comment est-ce que vous, Catherine Simon, vous la présenteriez? Alors moi déjà, je suis spécialiste. Si un chien faisait ou un chimpanzé, ce serait intelligent. Ce dont on s'est aperçu récemment, c'est qu'on avait cherché assez longtemps dans la perspective, je dirais, de calcul de plus en plus compliqué, de théories mathématiques qu'on allait appliquer. On allait utiliser des logiques formelles qui étaient des sortes de stylisation mathématiques de la manière dont nous raisonnons. Et nous sommes aperçus assez récemment finalement qu'une des techniques que nous avions mis en place, c'est-à-dire celle qui mime d'une certaine manière le fonctionnement, pas simplement du cerveau humain, mais celui des mammifères en général, que c'est une bonne technique. C'est une bonne technique effectivement de classification et nous sommes épatés dans la manière dont ça peut nous remplacer. Mais alors c'est la question de la concurrence justement. Concurrence alors à quel niveau? Peut-être pas d'un point de vue d'un risque éventuel d'une intelligence artificielle destructrice en soi, mais du point de vue des emplois, mais aussi de la réorganisation du travail, puisqu'il n'y a pas que la question de la destruction de l'emploi. Mais voilà, oui. En fait, il faut bien dire que si nous sommes allés dans cette direction et si nous sommes arrivés à des résultats comme nous avons maintenant, c'est parce que nous avons voulu, c'est parce que nous nous intéressons aux outils depuis très longtemps en tant qu'espèce, que nous avons créé des machines et que nous sommes des génies, nous avons inventé cet ordinateur. Et d'une certaine manière, il y a un double processus où la machine commence à faire des choses comme nous les faisons et en même temps nous nous rendons compte, et ça c'est quelque chose dont on parle moins, qu'en fait l'image extrêmement, je dirais, un peu mégalomane de notre propre intelligence est en train de tomber parce qu'on s'aperçoit qu'on peut le faire assez facilement finalement, on peut reproduire ça assez facilement par une machine. C'était mon maître Lacan, le psychanalyste, qui disait que ce qui nous fait penser souvent qu'un comportement est humain et intelligent d'un milieu est humain, en fait ce sont souvent des effets de ratage parce qu'ils sont attendrissants, parce qu'il y a des effets d'inconscient qui nous fait dire ah oui c'est tellement malin, l'enfant qui vient avec un dessin qui représente les choses de telle manière, ou le bon mot d'un enfant, etc. C'est de l'ordre du ratage, il faut bien dire, c'est pas de la réussite absolue. Et donc deux choses, la machine est de plus en plus forte et nous nous rendons compte parfois comme ce champion de Go qui il faut voir son visage sur la vidéo, comme il est convaincu parce que tout le monde lui a dit que la machine, c'était encore des articles qui dataient de 2 ans auparavant, que les échecs, oui bien entendu, la machine va pouvoir faire ça, mais le Go c'est intuitif et donc la machine ne va pas pouvoir le faire, et on découvre que la machine peut le faire. Celui qui fait gagner un logiciel des combats de joueurs de poker, il est là, on l'interviewe après, il dit j'ai jamais écrit de bluff dans le système, et la machine a découvert le bluff tout seul. Voilà. Alors, Catherine, moi j'aimerais bien intervenir. Avec l'écran parce qu'il y a
regarde par ailleurs. Mais vous voyez, un être humain et Baxter, et il mettait des objets dans une machine, il les remettait dans une boîte, il le faisait très très bien, comme une machine, et il y avait l'être humain à côté. Et on nous disait, bien, c'était écrit en dessous, et on nous disait, le robot collabore avec l'être humain au dessin. Et puis, 2 ans plus tard, il y a eu un communiqué de la firme en disant Baxter va 2 fois plus vite. On a trouvé le moyen de le faire aller 2 fois plus vite. On a modifié les algorithmes et on vous voyez maintenant Baxter et vous comprenez tout de suite pourquoi il va 2 fois plus vite. C'est parce qu'il fait des choses avec ses 2 bras indépendamment. Ce que nous ne savons pas faire, il faut que nous coordonnions les 2 côtés du bras pour faire des choses en même temps. Il fait des choses avec les 2 bras indépendamment. Mais ce que les gens qui ont fait la vidéo ont oublié, c'est que le message était qu'il allait faire des choses encore avec des êtres humains. Alors qu'avec ces 2 bras fonctionnant de manière indépendante, il est absolument imprévisible. Et il ne faut surtout pas mettre un être humain à côté de lui, ce serait la mort de l'être humain rapidement. Il faut bien se dire que cette idée de collaboration entre la machine et nous, ce sont des stades intermédiaires, ce sont des transitions pour la plupart des choses. Regardez maintenant ces grandes chaînes d'assemblage dans les usines automobiles. Vous voyez 1 ou 2 êtres humains et il y a des centaines de postes qui sont là où il y avait des êtres humains auparavant. Et maintenant, ce sont simplement des gens qui font la maintenance qui sont là. Ce sont des gens qui travaillent à proprement parler. Il faudra que nous habituions à ça. Il faudra que nous pensions au fait que le travail disparaît et qu'il faut que nous réorganisions entièrement autour de cette idée-là. Alors la question effectivement du travail, elle est... Sur le fait qu'il va falloir dissocier les revenus du travail qui est effectué, qu'il faut réfléchir à ça. Alors il y a une perspective que tout le monde connaît parce qu'on en entend parler, c'est la perspective du revenu universel de base, ce serait de distribuer la richesse d'une certaine manière à tout le monde. Personnellement, moi je ne suis pas en faveur de ça parce que ça coûte une fortune de donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas véritablement besoin et qu'en plus il y a l'aspect environnemental, c'est-à-dire que la tentation qui sera pour des sommes dont on reçoit mais dont on n'a pas besoin de la dépenser dans une perspective consumériste à des choses qui ne servent à rien et qui vont encore détruire la nature autour de nous davantage. Non, il y a aussi la perspective de taxer les robots, c'est une piste qui est régulièrement explorée. Taxer les robots, peut-être que Raja Chatila, peut-être qu'il faudrait expliquer ce qui est raconté là-dessus. Taxer les robots de même que le... Je ne l'ai pas appelé taxe robot, je l'ai appelé la taxe Sismondi. Et pourquoi? Parce qu'il y avait ce socialiste de la première heure, Léopold Sismond de Sismondi, qui avait fait la réflexion suivante, c'était à l'époque du ludisme justement, au moment où des gens cassaient des machines. Ça s'est passé dans un contexte un peu plus compliqué que celui qu'on raconte, mais ça n'a pas d'importance. Mais il a dit la chose suivante, il dit il est vrai que la machinisation, le remplacement de l'homme par la machine, la mécanisation, c'est un processus historique. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui en bénéficient et d'autres qui en soient les victimes. Et il dit, il pensait surtout à la machine, au métier à tisser jacquard qui était automatisé. La personne dans nos sociétés qui est remplacée par une machine est une victime du processus et ne recevra jamais une partie de la richesse qui est créée par la machine. Alors qu'est-ce qu'il proposait à la place? Qu'une rente soit perçue sur ce travail de cette machine qui permettrait à la personne remplacée par la machine de continuer à vivre, puisque c'est un progrès pour l'humanité dans son ensemble. Alors, on a appelé ça ensuite taxe robot, c'est pour aller vite, bon, c'est une image qu'on voit bien, mais il s'agirait aussi bien des logiciels, il s'agirait de n'importe quel type de mécanisation. Il faut expliquer ce que l'on taxe. Alors, c'est la taxation sur la valeur ajoutée. Oui, c'est la valeur ajoutée, mais c'est très très simple. Si une personne est remplacée par un robot, on ne veut pas dire qu'on attaque le robot en le taxant, puisqu'on attaquait déjà la personne en la taxant, on impose les gens. Pourquoi ne pas imposer la machine qui remplace l'être humain de la même manière que l'on imposait l'être humain? Alors on nous dit, mais c'est pas possible, etc., etc. En fait, c'est pas possible simplement parce qu'effectivement, d'un point de vue comptable, une machine, un logiciel n'est pas considéré comme l'équivalent d'un être humain, c'est simplement un coût pour l'entreprise. Mais pourquoi est-ce que j'ai proposé cette taxe robot? C'était pour financer, non pas le revenu universel, mais pour financer l'extension de la gratuité.
Nous avons connu la gratuité dans le domaine de l'éducation, nous avons connu la gratuité dans le domaine de la maladie, de l'invalidité. Ce sont des domaines que l'on peut étendre encore davantage. C'est une vieille idée, c'est une idée lancée pour la première fois dans notre culture par Robespierre, la gratuité pour l'indispensable, que nous avons tous en fait le droit de vivre et qu'on n'a pas le droit de priver un être humain de la capacité de vivre et qu'il faudrait utiliser une distribution de la richesse. Alors comme vous savez, dans la situation dans laquelle on est, où 8 êtres humains ont les mêmes ressources que la moitié de l'humanité, 3,7 milliards, il y a moyen de distribuer cela beaucoup mieux. Alors, comment en faire, quel était le système envisagé justement alors? C'était en décembre de l'année dernière, ça a été fait par une équipe de University College en Angleterre. Et ils ont comparé ce qu'ils appelaient le revenu universel de base avec les services universels de base. Service universel de base, c'est une extension de la gratuité au logement sous sa forme la plus élémentaire, aux vêtements, à la nourriture sous la forme de tickets restaurants, des choses de cet ordre-là. Ils ont fait un calcul en Angleterre, un calcul très détaillé, ça coûte 6 fois moins cher la gratuité sur l'indispensable. Et l'indispensable, évidemment, il faut le redéfinir régulièrement, parce que la connectivité, maintenant, avoir accès à un téléphone, ça fait partie de l'indispensable, même si ce n'était pas le cas il y a 100 ans, ça coûte 6 fois moins cher. Ça représente 2 points de produit intérieur brut, de PIB. 2% de PIB, c'est à la portée d'absolument tous les États. 6 fois plus, le revenu universel, 12%, c'est pas possible. C'est pas possible. La gratuité pour l'indispensable, c'est faisable, et dans l'état actuel des choses. Et la taxe robot, moi j'appelle taxe sismodique, c'est une possibilité de le faire. La sémantique, oui, c'est... On avait pris l'habitude de penser que la croissance, c'était le fait que les salaires allaient augmenter, que tout le monde allait aller mieux, etc. Et on s'aperçoit maintenant que la croissance, en fait, c'est essentiellement les versements qui doivent être faits à ceux qui ont prêté de l'argent qui ne se trouvait pas au bon endroit, c'est-à-dire des dividendes pour les actionnaires et des versements de flux d'intérêt pour les autres. C'est la découverte que nous avons faite depuis 2008, c'est que là, on peut nous dire la croissance repart ou elle ne repart pas, ça ne fait aucune différence pour la plupart d'entre nous, parce que c'est un système qui fonctionne en circuit fermé, où les produits de la croissance sont simplement... les gens s'endettent de plus en plus, et donc ils doivent hypothéquer l'avenir, payer des intérêts sur des choses qui doivent être acquises. Alors sur la question de l'intelligence artificielle dans cette révolution, eh bien, il faut penser que la technique et l'intelligence artificielle et l'informatique, c'est effectivement un progrès extraordinaire pour nous. Nous n'avons aucune preuve qu'ailleurs dans l'univers, des gens soient arrivés à faire ce que nous avons fait. Nous avons tendance à dénigrer un petit peu ça. On appelle ce que nous faisons, on l'appelle artificiel, comme si c'était pas, je dirais, de bonne qualité, parce qu'on pense peut-être à la soie artificielle l'autre fois, ou au nylon, mais nous avons inventé le moyen d'améliorer notre vie de manière tout à fait considérable. La prolongation de la vie, c'est la technologie qui permet de le faire. D'une certaine manière, le fait qu'il y ait moins de guerre quand même, c'est quand même lié aussi à un certain type de richesse qui est liée à la technologie. Mais le danger, c'est que nous sommes dans un système qui alimente, avec le profit de la technologie, alimente simplement la concentration de la richesse. Et ce sont des facteurs de guerre. Et on le sait, on arrive à des concentrations de la richesse dans le monde qui sont comparables maintenant à ceux qu'on avait en 1914. Et il faudrait quand même, je dirais, être un peu naïf pour croire qu'il n'y a pas un rapport entre le massacre qui a été nécessaire apparemment de millions de personnes sur la surface de la Terre et le fait qu'on n'arrivait plus à distribuer la richesse. Il faut que l'on prenne absolument, et au niveau européen en particulier, qu'on prenne les choses, le taureau par les cornes et qu'on s'attaque à cette question-là. Or, on va tout à fait dans l'autre sens. On supprime d'une certaine manière les taxes, l'imposition sur les grandes fortunes. Regardez ce qui se passe aux États-Unis où simplement M. Trump accélère encore le processus de concentration de la richesse. Il y a un chiffre qui a été donné, qui est un chiffre exact. L'année passée, 82% de la croissance est allée au 1% le plus riche de l'humanité. À quoi sert de faire de la croissance si c'est pour ça? Quand un produit est inventé, il suffit qu'il existe une demande du marché, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un prêt quelque part à l'acheter, et si c'est un nombre de personnes nombreux, à moins qu'il n'y ait un
comité d'éthique tout spécialement sur cette question, le produit va se répandre. Et ça, il s'agit là encore du civil. Parce que, nous le savons, pour des raisons de défense, qui sont parfois des raisons aussi offensives, les décisions qui sont prises du côté du militaire sont tout à fait d'un autre ordre encore. C'est au niveau de l'intérêt général, mais d'un autre type d'intérêt général que celui du marché, que les choses vont être décidées. Quand moi j'ai fait de l'intelligence artificielle, nous avons, au bout de quelques années, on nous a rassemblés un jour et on nous a dit à nous, il faut qu'on vous explique quelque chose, il n'y a plus d'argent. Alors on travaillait en principe au British Telecom, on a dit pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'argent? Parce qu'en réalité, on ne vous l'avait pas dit, mais c'était des budgets militaires. Alors on a dit pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a pas dit? On a dit parce que vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas venu, vous seriez parti. Mais on était quoi? C'était la fin de la guerre froide, et tout à coup les budgets militaires étaient réduits de manière drastique parce que ça paraissait moins nécessaire. Le militaire, la défense, vous voyez le film sur ce thème-là, le film Robocop, ont d'autres exigences que nous. Même si nous mettons en place une utopie qui serait la nôtre, il y aura encore d'autres types de considérations qui feraient passer des choses à l'avant-plan. J'étais dans une réunion, c'était l'été dernier, avec Madame Buzyn, à ma droite, ministre de la Santé. Elle a dit, sous mon ministère, l'homme augmenté n'aura pas lieu. Mais vu la discussion qui avait lieu jusque-là, j'ai dit, Madame la ministre, est-ce que vous êtes sûre que le soldat augmenté n'aura pas lieu? Et là, la réponse était